Du coup, le sujet de cette conférence, comme Nicolas vous l'a dit, c'est de mettre en place une méthode pour obtenir des résultats. Cette méthode, du coup, c'est vraiment un aperçu, mais j'identifie en fait 4 grosses étapes pour permettre vraiment de générer du chiffre d'affaires en 3 mois. Le truc en SEO, c'est que on a tendance à un petit peu perdre confiance quand on met en place beaucoup d'actions et qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment de résultats. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le mot méthode. C'est vraiment pour moi l'aspect le plus important quand on fait du SEO. Donc, par rapport aux personnes qui n'étaient pas là au tout départ, je me présente brièvement. Donc, je suis Myriam Metouchi. J'ai commencé ma carrière chez Microsoft dans la publicité. À un moment donné, je me suis dit que j'avais besoin d'avoir d'autres scopes. J'ai intégré un groupe en tant que responsable de la croissance où en fait l'idée c'était de mobiliser un maximum de leviers digitaux pour générer du chiffre d'affaires. C'est là que j'ai découvert le SEO et c'est là que j'ai découvert en fait une espèce de passion pour ce métier qui est aujourd'hui mon best-seller, sachant que du coup je me suis mis à mon compte. Donc j'ai une partie consulting où j'aide les entreprises à générer du chiffre d'affaires le plus rapidement possible. Et j'ai une partie formation où je coach des marketeurs aguerris et des entrepreneurs aussi à passer au level supérieur et à obtenir des résultats et à prendre confiance en eux. Donc tout ça, en fait, ça m'a permis de faire quelques constats. Parce qu'en 2023, sur les 105 personnes que j'ai coachées, j'ai identifié un petit peu des patterns communs. Le premier, c'est que vraiment, il y a une sorte d'obsession sur le trafic. Je veux absolument plus de trafic, je veux tel chiffre de trafic. Est-ce que je peux me fixer un objectif de 20 000, 30 000, 100 000, 200 000 personnes par mois et l'atteindre? Il y a une sorte vraiment d'obsession là-dessus. Pourtant, c'est pas le KPI le plus important. On va discuter après, plus tard, du KPI vraiment qui a vraiment son importance. Donc, vu qu'on est obsédé un petit peu par le trafic, on en veut toujours plus, on va se lancer dans la création de contenu. Pourtant, le problème, c'est que du coup, on va se lancer dedans sans forcément avoir d'objectif clair ni de tracking. Alors, le tracking, ça, c'est hyper important, d'avoir un tracking super net pour savoir quels sont les contenus qui nous rapportent le plus. Et en général, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui manque. Donc, en fait, comme on se focalise sur le trafic, qu'on lance une multitude d'actions, on n'a clairement pas des résultats tout de suite, en fait, parce que on navigue un petit peu à vue de nez. Et à force, on finit par perdre patience. Et le problème, c'est que on va se dire qu'on manque de compétences, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez nous, que le voisin d'à côté qui réussit mieux est forcément plus intelligent, alors que ce n'est pas du tout le cas. La réalité, c'est que ce n'est pas un manque de compétences, c'est un manque de méthode. Donc là, dans cette conférence, on va voir comment mettre en place une méthode pour générer du chiffre d'affaires en 3 mois. Je sais que le titre est vachement prometteur. Maintenant, je vais être très honnête avec vous. Il n'y a pas de hack spécial, il n'y a rien qui va faire qu'en gros, vous allez obtenir tant de CA en travaillant 2h30 par jour. Là, on n'est vraiment pas là pour vendre du vent. On est là pour montrer que c'est vrai, tout simplement, quand on travaille régulièrement et qu'on met en place les bonnes actions, on a des résultats concrets. Donc, la première chose vraiment qui est extrêmement importante quand on se lance en fait dans une stratégie SEO, je pense que la majorité d'entre vous le savent, c'est de chercher et de prendre les mots-clés en fait, donc de rechercher les mots-clés. Ce qui est encore plus intéressant pour obtenir du chiffre d'affaires le plus rapidement possible, c'est de prioriser ces mots-clés. Donc, on va en savoir un petit peu plus. Un petit constat de ces dernières années, c'est que les algorithmes, en fait, sont de plus en plus intelligents. Clairement, là, par exemple, je tape sophrologie séance sur Google. On pourrait s'attendre à ce qu'il me ressorte, je ne sais pas moi, des consultations en sophrologie autour de chez moi. Non, il a bien compris qu'en réalité, la majorité des gens qui tapent sophrologie séance ont envie de faire la séance chez eux, donc en écoutant, par exemple, une vidéo YouTube, et il va me faire ressortir ces vidéos-là. Un autre exemple, c'est que je vais taper console grise créée par Sony et il va mettre directement la PlayStation. Le truc, c'est qu'il y a quelques années, en fait, Google fonctionnait vraiment littéralement au mot-clé. Donc, il m'aurait mis des résultats avec console grise créée par Sony, mot pour mot. Donc là, on voit bien que la chose a vraiment évolué, ce qui est même un peu flippant, pour être honnête, parfois.
on comprend qu'en fait, derrière, ils comprennent complètement l'intention de recherche et que parfois, ils la saisissent même mieux que nous. Donc, il faut que nous, derrière, on se mette à la page. Comment on se met à la page? Tout simplement en comprenant que le concept de mots-clés en lui-même est limité. Maintenant, on parle désormais d'un sujet, d'une thématique. C'est ça qu'on va chercher à maîtriser pour montrer qu'on est expert de telle thématique, notre thématique. Et plus simplement se dire, il me faut une page sur ce mot-clé, une page sur ce mot-clé, une page sur ce mot-clé. Donc, pour illustrer nos propos, parce que moi, j'aime bien faire un petit peu de théorie et mettre un petit peu de pratique en place, on va prendre une marque que j'adore, qui est aussi un de mes clients, donc Axonote. Donc, Axonote, en fait, c'est un logiciel de facturation. Sa thématique facture, en gros, c'est le mot-clé facture, d'accord? Donc, ça, c'est son expertise. C'est ce qu'il vend. Maintenant, donc, l'important, c'est que, comme Axonote, c'est un logiciel de facturation, donc qui est extrêmement complet, il faut aussi isoler un petit peu sa thématique en sous-thématique et encore en sous-thématique. Donc là, par exemple, mon mot-clé thématique, c'est facture. Je vais le répartir en différentes sections. Je vais avoir une section introduction à la facturation, dans laquelle je vais parler de comment faire une facture. Je vais aussi parler des types de factures, donc les factures pro forma, les factures d'acompte, etc. Ensuite, je vais avoir mon cœur de métier, le logiciel de facturation, que je vais scinder en différentes cibles. Donc, ça va être différent si je cible le BTP que si je cible les auto-entrepreneurs, par exemple. On va aussi parler du paiement des factures, de l'émission des factures, des disputes de factures, donc tout ce qui est impayé, retard de paiement, etc. Et aussi la législation des factures, notamment, par exemple, avec des sujets comme les impacts du Brexit sur la facturation entre l'UE et le Royaume-Uni. Donc là, comme vous le voyez, j'ai une thématique mère, c'est vraiment un cocon. J'ai une thématique mère et je vais faire en sorte de couvrir un maximum de sous-thématiques liées à ce sujet. Donc là, bien sûr, c'est un aperçu parce qu'en réalité, il y a encore plus de choses à dire sur la thématique facture. Donc, en termes de recherche de mots-clés, ça donne quoi? Parce que là, la première étape, c'est ce que je vous ai dit, première étape, on se pose tout de suite sur un mind mapping. On va chercher à prendre notre thématique et à faire ce travail-là. Après cette étape, on va faire une recherche de mots-clés au sens strict. Donc, j'utilise mon logiciel de recherche de mots-clés, quel qu'il soit, et je vais recenser donc, des mots-clés qui sont autour de ma thématique. Là, ça va me donner un tableau à peu près comme ça, que je vais classer donc avec volume de recherche, difficulté, le CPC, etc. La colonne difficulté, quand je la mets en forme sur Excel, j'aime bien mettre des couleurs justement pour savoir en fait quels sont les mots-clés les plus difficiles. Visuellement, en fait, ça me permet de travailler un peu plus vite. Donc là, du coup, on va retrouver des mots-clés pertinents comme bon de commande, facture pro forma, etc. Donc, des choses qu'on avait déjà un petit peu mis dans notre mind mapping. Et maintenant, le sujet, donc ce que je vois souvent, c'est que les gens sont tentés de s'arrêter au volume de recherche et à la difficulté. Mais ce ne serait pas du tout une approche complète. En tout cas, pas aujourd'hui. Enfin, plus aujourd'hui. Quels sont les éléments, du coup, à prendre en compte? On a la saisonnalité. Parce que clairement, si je m'arrête sur un mot-clé comme costume Halloween, il a un volume de recherche de fou. Pourtant, c'est certain que je ne vais pas pouvoir le vendre à n'importe quelle époque de l'année. Donc, la saisonnalité, Saint-Valentin, Noël, Halloween, tout ça, c'est quelque chose, c'est un facteur qui est ultra important à prendre en compte. On a aussi le CPC, parce que le CPC, coût par clic, ça va nous donner une idée directe du retour sur investissement qu'on va avoir à partir d'un mot-clé. Donc, ça, c'est important pour prioriser nos actions. On va avoir bien évidemment les variations du mot-clé, donc pluriel, masculin, féminin, etc. Donc ça, c'est des choses que j'aime pas spécialement prendre en compte, en tout cas dans ma recherche de mots-clés. Je le prends en compte plutôt dans le contenu. Ensuite, on a la géographie, donc tout ce qui est mots-clés plus ville. C'est très pertinent quand vous avez des magasins ou autres. Et une chose aussi sur laquelle on passe souvent, c'est le niveau de difficulté des mots-clés sur lesquels on est déjà positionné. C'est-à-dire que, par exemple, Axonote, c'est une entreprise qui a déjà un peu de background. Elle ne vient pas tout juste de débuter. Elle a forcément certains de ses contenus qui sont positionnés sur des mots-clés qui sont à peu près difficiles.
Donc, ça va être différent pour moi de faire une stratégie de mots-clés pour Axonote que pour une autre entreprise qui vient de démarrer. Pour une entreprise qui vient de démarrer, je vais cibler vraiment uniquement les mots-clés qui ont la difficulté la plus basse, entre guillemets. Plus l'entreprise a du bagou, plus je vais pouvoir me permettre de cibler des mots-clés qui sont un peu plus difficiles. Voilà, donc surtout, pour maîtriser un sujet, le plus important, c'est de prioriser des mots-clés et donc choisir ceux qui sont pertinents. Donc, comment on fait? On va scorer ces mots-clés-là avec une note de 1 à 3. 1, c'est pour très pertinent. C'est exactement ce qu'on vend. Donc, du logiciel de facturation, par exemple, c'est on va scorer avec un 1. 2, c'est moyennement pertinent. Donc, c'est en rapport avec ce qu'on vend, mais ce n'est pas directement ce qu'on vend. Et 3, c'est peu pertinent. C'est un peu éloigné de ce qu'on vend. Mais après, ce n'est pas complètement hors sujet non plus. Comment ça se matérialise? C'est que je reprends ma recherche de mots-clés et je vais ajouter une colonne pertinence dans laquelle je vais ajouter donc mon fameux scoring. Par exemple, acheter TTC, je vais lui mettre une note de 2 parce qu'on n'est pas non plus dans ce que je vends exactement. OK. URSAF auto-entreprise, on est vraiment éloigné de ce que je vends. Donc, je vais lui mettre une note de 3. En revanche, logiciel de facturation, logiciel facture, tout ça, etc., je vais lui mettre une note de 1 parce que c'est ce que je vends. Donc, on va utiliser une formule qui s'appelle le KEIR pour prioriser. Donc, je vous invite à le screener ou à le recopier. En gros, ça se calcule comme suit. C'est 4 moins P divisé par 3 multiplié par V divisé par C. Donc là, comme ça fait peur. Mais je vous rassure, il ne faut vraiment pas avoir un prix Nobel en mathématiques pour utiliser cette formule. Parce qu'en réalité, le P, c'est la pertinence. C'est ce qu'on a mis tout à l'heure. C'est le fameux score sur 3. Okay. Le V, c'est le volume de recherche. Le C, c'est la concurrence, donc le nombre de résultats de recherche. Vous le voyez ici, sur cette capture. Ici, on a une colonne nombre de résultats. Et une fois qu'on va mettre en place donc, cette formule dans notre cellule sur Excel ou Google Sheet, on va l'étendre et ensuite, on va la trier de Z à A pour que les mots-clés avec un KEIR le plus élevé arrivent en premier. Ça va nous permettre vraiment de gagner du temps et de l'insight sur quel mot-clé prioriser tout simplement. Voilà pour cette formule. Ensuite, ça ressemble un petit peu à ça, du coup. J'ai ma colonne KEIR que j'ai mis juste à côté de ma colonne pertinence. Et donc ensuite, j'ai trié et ça va me faire ressortir des mots-clés qui ont un bon potentiel, comme ici, bon de commande, etc. Alors oui, pourquoi j'ai... Ah oui, ce que j'aime bien faire, en plus du KEIR, c'est de souligner les mots-clés qui ont une pertinence de 1. Parce que, en fait, ça me fait un double niveau de priorisation. Je sais que le KEIR va faire sortir les mots-clés qui ont un meilleur potentiel en fonction du volume de recherche, de la difficulté et de la pertinence. Mais ça me permet aussi, ça me permet mieux, en tout cas, de cibler les mots-clés vraiment top prioritaires en surlignant dans ma colonne pertinence tous ceux que j'ai mis en 1. Parce que là, pour le coup, je sais que si j'hésite, par exemple, entre bon de commande et logiciel de comptabilité, je sais que je vais commencer par logiciel de comptabilité. Voilà. Donc, j'espère que cette partie est claire. C'était la plus longue. Maintenant, on va passer au plan d'action parce que c'est super d'avoir une stratégie, d'avoir bien identifié les mots-clés qui vont nous rapporter de l'argent. C'était le plus important, hein, clairement. Mais maintenant, il faut qu'on mette en place tout ça, donc qu'on donne vie à notre stratégie. Donc, comment on va faire? Avec un planning éditorial. Et pour le coup, le planning éditorial, il doit être militaire. Parce que si on n'a pas les bons réflexes d'exécution, on va prendre du temps, on va se perdre, on n'aura pas de résultat et tout le monde va être frustré à la fin. Donc, en gros, quand on fait un planning éditorial, c'est très important de mettre le mois de publication, donc le statut. Le statut, donc, c'est pour renseigner toutes les parties prenantes, parce qu'en général, donc, entre la personne qui rédige, celle qui corrige, celle qui va publier et celle qui va superviser tout ça, il faut que tout le monde soit sur le même niveau d'information.
Donc, on a une colonne statut pour dire est-ce que c'est publié, est-ce que c'est en attente de correction, etc. ou en cours de rédaction. On a une colonne format parce qu'il faut quand même dissocier une landing page, une page produit d'un article de blog. Et ensuite, on va avoir du coup les intentions de recherche. C'est pour nous rappeler de ne pas être complètement à côté de la plaque quand on va se mettre à rédiger. Est-ce que c'est un contenu nouveau ou un contenu existant? Et ensuite, on a les différentes métriques qui nous intéressent, donc le volume, la difficulté. Et par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure sur le mind mapping, la thématique, du coup. Est-ce qu'on parle du logiciel? Est-ce qu'on parle de la dispute de facture, de l'émission de facture? Est-ce que c'est de l'introduction à la facturation? Ça, c'est très important parce que du coup, ça nous rappelle que en fait, chacune de nos actions sont bien imbriquées dans la stratégie qu'on a mis en place. Et après, bien évidemment, ce que j'aime bien ajouter, c'est soit le lien du brouillon, si vous faites vos brouillons, par exemple, sur Word ou autre, pour que quelqu'un puisse les vérifier, soit le lien aussi du contenu publié, tout simplement pour que la personne qui supervise toute la création de contenu puisse vérifier aussi tout ça, et qui sont les rédacteurs qui sont en charge de ces articles. Petite parenthèse, quand on se lance dans une stratégie pour avoir des résultats à 3 mois, il faut vraiment envoyer beaucoup de travail au niveau de la rédaction de contenu. C'est-à-dire que si vous faites 3-4 articles par mois, les résultats vraiment vont être assez maigres. Donc moi, je conseille vraiment toujours un minimum de 10 articles par mois. Mais il faut que ce soit des articles pertinents. Et quand je dis 10 articles, ce n'est pas forcément que des nouveaux articles. Vous pouvez aussi reprendre des articles que vous avez déjà écrits et les mettre à jour. C'est un gros bonus. Donc voilà. Maintenant, on va passer à l'étape 3, à savoir produire du contenu plus rapidement. Parce que, comme je vous l'ai dit, on s'est dit tout à l'heure que c'était important d'avoir au moins une dizaine d'articles par mois. À partir d'une dizaine d'articles par mois, on ne va pas se mentir, il y a aussi la réalité terrain, quand on est des petites équipes, quand on a un seul rédacteur, ou n'importe, dans plusieurs situations différentes, on peut vite se retrouver en fait découragé parce qu'on se dit c'est impossible pour nous de tenir cette cadence de rédaction. C'était possible, enfin, c'était le cas en tout cas pendant plusieurs années. Et puis Dieu inventa l'intelligence artificielle et là, pour le coup, ça nous a permis de mettre un sacré coup de fouet à notre productivité. Donc là, on va voir comment utiliser l'IA pour produire plus de contenu. Mais attention, sans sacrifier la qualité, parce que clairement, ça a toujours été au cœur de l'algorithme, la pertinence, la qualité. Donc, si demain, on cède du côté obscur de la force, à se dire, bon, c'est pas grave, je vais balancer 40 articles faits par ChatGPT sans les vérifier ni quoi que ce soit, c'est assuré qu'à un moment donné, au moment où en général on s'y attend le moins, il va y avoir une belle sanction sur notre site internet. Donc moi, je suis plutôt de la team Secure. Évitez d'utiliser l'IA sans, on va dire, vous assurer que le niveau de qualité est élevé avant de publier votre article. Donc là, j'ai utilisé SEMJ pour créer justement un contenu à partir de l'IA. J'ai vu tout à l'heure dans mon planning qu'on me recommandait d'utiliser, enfin de construire le premier contenu autour du mot-clé bon de commande. Donc là, en gros, avec SEMJ, ce que je fais, c'est que je vais rentrer tout simplement le mot-clé bon de commande et ensuite lui demander de me générer un plan. Donc ça, quel que soit l'outil d'IA que vous utilisez, c'est toujours bien de commencer par le plan. Je trouve que vraiment, ça structure l'approche. Ça permet aussi de vérifier que l'IA ne part pas dans tous les sens et qu'on est bien raccord sur comment on va créer ce contenu. Donc toujours, je commence par générer un plan. Je vérifie bien mon balisage, donc ça, SEMJ nous le permet de le faire. Sur le côté, on arrive à voir H2, H3, etc. On a bien une belle vision de notre balisage. Et une fois le plan validé, on va étoffer l'article à partir du plan. Donc là, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je sélectionne une section, donc un titre, un sous-titre, et je demande à l'IA de rédiger à partir donc de ce sous-titre-là.
Ça me donne un contenu qui est quand même assez, franchement, super bien, enfin super bien écrit. Quand on le lit, là, on voit qu'il est bien structuré. On voit en même temps aussi que l'IA, apporte de la valeur. Sur le côté, on a les levels d'optimisation. Donc là, le score est de 81 sur 100, donc c'est plutôt vraiment bien. J'ai bien ma balise title, ma longueur de contenu est top. L'intention de recherche, donc j'y réponds. Enfin, l'outil me dit en tout cas que j'y réponds, ça c'est cool. Ça manque un peu de questions à ce que je vois, donc à ce que l'outil me fait remonter. Et donc de liens entrants et de liens sortants. Donc en gros, comment je vais faire? Si vous m'avez écouté jusqu'à présent, vous savez que normalement, là, je ne m'arrête pas uniquement à ce que mon outil d'IA me suggère de faire, même si pour le coup, celui-ci, il est vraiment génial. Il faut quand même que je fasse mon travail derrière, en tant qu'humain, de vérification et de m'assurer que d'autres humains comme moi, quand ils vont lire mon contenu, ils vont avoir envie d'en savoir plus et potentiellement d'acheter. C'est ça la différence entre un contenu uniquement rédigé par l'IA et un contenu dans lequel un humain s'implique derrière pour donner envie. Donc, comment je vais faire là? On passe à l'étape 4, à savoir utiliser le profiling pour un contenu qui convertit. Le profiling, c'est pas du persona. Le persona, c'est par exemple Elisabeth, 35 ans, vit est plutôt citadine, elle aime bien faire du vélo le dimanche, des choses comme ça. Enfin bref, ça c'est le persona. Le profiling, c'est rentrer dans la tête d'Elisabeth, à savoir essayer de comprendre, mettre l'empathie pour comprendre quelles sont ses frustrations, quels sont les différents éléments auxquels moi je peux répondre pour lui montrer en fait que mon contenu, il dépasse ses attentes. C'est comme ça que je me différencie des 1 milliard de personnes qui ont rédigé sur le bon de commande ou sur n'importe quel autre sujet. Donc la première chose pour faire du profiling, ce que j'aime bien faire, c'est de taper, donc de renseigner le mot-clé dans la SERP et de voir un peu ce que Google me dit. Donc là, quand je tape bon de commande, Google me dit donc que les premiers résultats, on voit ça, on a à quoi ça sert, définition et concept. On a le deuxième résultat qui est qu'est-ce qu'un bon de commande. On a aussi modèle de bon de commande. Encore définition bon de commande. Qu'est-ce qu'un bon de commande? Définition et explication, etc. Donc, tout le monde est familier de l'intention de recherche. C'est clair que la première bonne pratique, c'est de prendre le mot-clé, de le jeter dans Google et de voir ce que Google nous dit. Mais en fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de petites subtilités qu'il faut qu'on saisisse sur la SERP. Première chose, là, vous voyez l'encadré rouge. La première chose qui m'a mis, c'est image, produit, modèle, PDF, etc. Donc, je vois déjà que modèle est dans sa barre de... D'ailleurs, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, ça. Dans son espèce de filtre. Ensuite, sur le côté, il m'a carrément mis donc la définition du bon de commande, etc., issu de Wikipédia. Donc, j'en déduis que dans le top 3, déjà, des meilleurs résultats, on a 2 définitions et un modèle. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour moi, pour améliorer mon article. Ensuite, j'ai toutes les questions. Les questions, donc, quel est le rôle d'un bon de commande? Est-ce que ça vaut de contrat? C'est quoi la valeur? C'est quoi la différence entre un bon de commande et un devis, etc., etc. Et je vais utiliser aussi les recherches associées. Parce que dans les recherches associées, on me parle donc de bon de commande PDF, on me remonte encore les modèles et on me remonte encore la définition. Donc là, je pense que vraiment, en ayant fait le tour et en analysant absolument tout ça, on est d'accord qu'on est sur une volonté de définition et de modèle. Autre chose, on a certains concurrents qui ont décidé de faire des vidéos. Et ça, pour le coup, ça ressort dans les résultats de recherche. Donc, par exemple, là, ces trois entreprises-là expliquent à partir d'une vidéo courte, c'est quoi un bon de commande, un bon de livraison, un bon de réception, etc. Ça peut être aussi une bonne idée. Si dans mon entreprise, j'ai un département qui s'occupe des vidéos, des trucs comme ça, je peux très bien me dire, tiens, dans mon article bon de commande, je vais aussi insérer une petite vidéo explicative. Une autre chose que j'aime bien faire, c'est fouiner un petit peu les forums ou carrément les commentaires laissés sur les articles ou les pages, enfin les top pages en tout cas,
parce que ben, les gens, en général, ils aiment bien se lâcher un petit peu et donc expliquer un peu ce qui les taraude. Donc là, pour le coup, sans grande surprise, on voit une personne qui nous demande c'est quoi les sigles HT, TVA, RCS, CTC, etc. Qui peut rédiger un bon de commande? Est-ce qu'on peut adresser un bon de commande à son fournisseur, etc. Donc là, pour le coup, c'est des questions qu'on a piochées directement sur notre cible. Donc ça, c'est top. Donc de cette analyse, on retient que notre cible cherche à comprendre ce qu'est un bon de commande, son fonctionnement, les éléments qui la rendent conforme, et aussi et surtout avoir des modèles gratuits à télécharger. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Ça, c'est notre article de base. On sait qu'il répond à l'intention de recherche, mais nous, on veut l'améliorer, on veut aller encore plus loin. Donc, on va ajouter une section FAQ en fin d'article avec l'ensemble des questions issues de la section « Autres questions posées sur Google ». Donc là, je balance. Quel est le rôle d'un bon de commande? Est-ce qu'un bon de commande vaut contrat? Etc. etc. Et ensuite, à chaque fois, donc je sélectionne la question, je demande à l'IA de répondre à la question. Donc là, déjà, ma jauge de questions, elle a augmenté, je suis passée à 5 sur 5. Ça, c'est top. Donc, c'est vraiment bien et c'est une grosse recommandation. Quand vous faites un article, cherchez les questions qui sont posées autour de votre mot-clé et ajoutez une section FAQ dans votre article. C'est important. Maintenant qu'on a compris ces attentes, on va déterminer le bon CTA, parce que du coup, on ne va pas s'arrêter là. Le bon CTA, donc le call to action à adopter, il est vraiment fonction du parcours d'achat. Donc, il y a 3 étapes, la prise de conscience, la considération et la décision. Je sais que c'est normalement, on va dire, un concept marketing assez connu, donc je vais le revoir assez brièvement. La prise de conscience, en fait, c'est le niveau auquel, donc c'est la première étape, quand la personne sait qu'elle a un problème et qu'elle cherche à se renseigner sur le sujet, pour mieux le comprendre et surtout pouvoir le nommer. Ensuite, elle passe à l'étape considération, c'est-à-dire qu'elle a identifié son problème, maintenant elle cherche à comparer en fait les différentes solutions qui s'offrent à elle. Et enfin, elle va passer à la stade de décision, c'est-à-dire qu'après avoir comparé les différentes solutions, maintenant elle sait ce qu'elle va faire, ce qu'elle va acheter, et du coup, elle va tout simplement passer à l'action. Ça ne sert à rien quand on fait des articles, et je le vois souvent, de balancer ce que vous vendez à tour larigot. Ça tire larigot, ça ne sert à rien. Pour le coup, je le vois tout le temps. Et non, on ne peut pas se permettre de mettre un lien vers notre page de vente à tous les articles et dans tous les articles et à toutes les étapes de prise de conscience, de considération, etc. Ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Donc, les bons CTA à appliquer en fonction du parcours d'achat. Donc, au niveau de la prise de conscience, ce que je vous recommande, c'est de linker vers un livre blanc, vers des études, des guides et des rapports. Tout ça parce que en fait, ça va apporter encore plus de valeur ajoutée à la personne qui est justement dans une grosse phase de questionnement. Elle va se dire, OK, cette source est fiable parce qu'il m'envoie vers des livres blancs et des études, etc. Et c'est des trucs de qualité. Et c'est là qu'un lien de confiance va commencer à se mettre en place. Il y a l'étape de considération, donc webinaire, tableau comparatif, étude de cas, test produit. Ça, c'est vraiment les CTA à mettre en place pour ce type d'étape. Et ensuite, au niveau de la décision, là, vous pouvez envoyer les promotions, les offres, pousser les témoignages à fond, les consultations gratuites, les diagnostics offerts. Voilà, ça, c'est vraiment les bons CTA. Et je vous conseille à chaque fois de vous vraiment de prendre ce parcours d'achat et de vous fier à ce parcours d'achat pour mettre le bon CTA quand vous créez un article. Du coup, maintenant, là, j'ajoute mon CTA. Mon CTA, ça va être télécharger notre modèle de bon de commande, entre parenthèses, gratuit. Ça, je vais le mettre le plus tôt possible. Parce que aussi, c'est vrai qu'en SEO, le lien le plus important est censé être le plus haut possible dans un article. Maintenant, notre article est presque prêt, mais franchement, il ne me donne pas encore tout de suite envie d'acheter. Donc, comment on va faire pour le rendre un peu plus persuasif? Les bonnes pratiques, du coup, ça va être d'utiliser un petit peu de copywriting. Donc, on va introduire le problème dans l'introduction, donner un aperçu au lecteur, utiliser des bullet points, par exemple, utiliser une intro courte et chercher à interpeller sans endormir. Parce que le problème, en fait, de l'IA, c'est que dans les introductions, elle va me faire une introduction qui, on va dire, est assez... pas fade, mais on va dire assez basique, lisse à lire en tout cas. Donc là, par exemple, l'introduction, c'est le bon de commande est un document clé dans le monde des affaires.
c'est quelque chose que la personne qui cherche le bon de commande, elle sait que c'est un document clé. Donc là, il faut qu'on change un peu tout ça et qu'on rende ça un peu plus vivant pour donner en fait envie à la personne de continuer la lecture parce que la majorité des gens arrêtent de lire après l'introduction. Donc, je vous conseille d'utiliser le framework PAT. C'est mon framework inventé, complètement inventé. Mais pour le coup, il est vraiment pas mal. On commence par le problème. Donc, on mentionne le problème. On appuie légèrement dessus. On ajoute un aperçu. On va donner un aperçu de l'article au lecteur, donc les grandes lignes abordées. On va faire un petit teasing sur les bénéfices de la lecture de notre article parce qu'on a envie que la personne, elle reste, hein, clairement. Et on va ajouter une petite phase de transition. Donc, concrètement, souvenez-vous, ça, c'était notre introduction. Le bon de commande est un document clé dans le monde des affaires. Il sert à formaliser un achat de biens ou services, etc., etc. Et ça va être l'après. Bon de commande, devis, contrat, mention légale, 3 petits points, autant de mots qui risquent de vous provoquer une phobie administrative. Ça, c'est le problème. Le problème quand on traite de documents comme ça, enfin d'articles en tout cas sur des documents comme ça, c'est la phobie administrative. Personne n'aime remplir de la paperasse. Donc ici, on met le problème. Mais comment y voir plus clair dans cette paperasse? Qu'est-ce qu'un bon de commande? Comment fonctionne-t-il? Est-il crucial? Là, on reprend les questions majeures qu'on a vues autour de notre mot-clé. Dans cet article, nous allons répondre à toutes vos questions, explorer entre autres les mentions obligatoires d'un bon de commande, sa valeur juridique, la différence entre un bon de commande et un devis. Donc là, c'est notre aperçu. Là, on est en train de dire à la personne, si tu restes sur notre article, tu vas pouvoir découvrir ces différentes informations. Et en prime, vous pourrez télécharger un modèle vierge de bon de commande gratuitement. Et là, je mets mon CTA. Nul doute qu'à la fin de cet article, vous serez un as du bon de commande. Donc là, déjà, bon, après, c'est pas non plus l'introduction de l'année, hein, mais déjà, par rapport à notre introduction juste avant, on est sur quelque chose d'un peu plus punchy et qui donne envie. Donc là, on va ajouter un peu plus de couleurs. Parce que maintenant qu'on a une super introduction, donc ça veut dire qu'on a attrapé l'attention de notre lecteur, on a mis le bon CTA. Si on s'arrête là, on passe à côté de notre chance pour pour faire convertir en tout cas les gens, pour les pousser à passer à l'achat. Donc, on va ajouter un peu plus de couleurs pour attirer l'attention de nos cibles sur le passage à l'action. Et on va faire comme ça. Moi, j'adore les bannières et surtout les bannières qui sont bien pétantes avec des couleurs qui envoient parce que du coup, les gens ne peuvent pas louper ce type de bannière. Là, on sait que notre call to action, c'est le modèle de bon de commande. Donc déjà, je recommande vraiment fortement quand vous faites un article, le header doit être coloré. On doit avoir un espèce de teasing, quelque chose qui va nous dire qu'on va gagner quelque chose à se renseigner sur le sujet. Et ensuite, mettre une bannière CTA. Donc ici, par exemple, c'est télécharger votre modèle de bon de commande, la mettre à la fin ou au milieu, enfin comme vous voulez. Mais en tout cas, multiplier les bannières, c'est important et vraiment, ça change tout en termes de conversion. Donc voilà, notre article est prêt à être publié. Et bien entendu, là, on a parlé énormément de contenu. Il ne faudra vraiment pas négliger l'aspect technique et les backlinks. Ça existe, ça existe encore et oui, ça a encore son importance. Donc vraiment, ne passez pas à côté de ces deux autres aspects-là pour faire en sorte que votre stratégie soit gagnante. Je vous assure que si vous êtes discipliné, régulier dans vos actions sur ces 3 piliers, en adoptant la bonne méthode, en priorisant les actions, vous verrez des résultats. Donc là, par exemple, on parlait d'Axonote tout à l'heure. Axonote, en 3 mois, ils ont fait plus 55% de trafic, plus 54% de clics et plus 46% de génération de leads. Ça, c'était le plus important. Ça veut dire qu'ils ont eu plus de 46% de leads en seulement 3 mois. En appliquant ces étapes-là, qui sont vraiment pas sorcières, hein, mais c'est juste le côté stratégie, priorisation, planning, plan d'exécution, régularité, qui fait qu'en fait, derrière, on a des résultats. C'est valable pour de la lead gen, c'est valable aussi pour de l'e-commerce. On a un exemple là d'e-commerce qui a fait plus de 58% de trafic, plus de 56% de clics et plus 51% de transactions en 3 mois. Pareil. Et les premiers résultats vraiment probants commençaient à se voir à partir de 2 mois et quelques. Donc oui, le SEO, ça prend du temps, mais ça prend encore plus de temps quand on n'a pas de ligne directrice, de plan d'action stratégique et concret.
Donc, petit bonus, négligez pas vos anciens contenus parce que les mettre à jour avec la bonne méthode, ça peut leur donner clairement un second souffle de vie. Ici, par exemple, vous le voyez, c'est un contenu justement qui était pas mal, mais qui peinait à sortir un petit peu des clous. On l'a repris, on a repris l'intention de recherche, on a repris les bannières de conversion, on a tout repris. Et vraiment, là, il commence à dépoter et ça commence à devenir un des meilleurs articles. Donc, voilà tout. Voilà pour moi. Je sais que c'était assez intense et que j'ai parlé un peu vite. J'espère qu'en tout cas, c'était clair. Donc, maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Myriam pour toutes ces astuces et bonnes pratiques. Donc effectivement, nous allons passer à la session questions. Donc dans un premier temps, nous avons une question de Marion Damochaude qui te demande, donc peux-tu nous donner les plateformes que tu utilises pour trouver une liste de mots-clés pertinents? Ouais, bien sûr. Alors du coup, moi j'utilise en fait les classiques. J'ai commencé avec Ubersuggest. Maintenant, je suis sur SEMrush. Et en fait, quel que soit l'outil, il y a un gros travail quand même derrière. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je sors l'ensemble des mots-clés, je vais les mettre dans un Excel ou un Google Sheet, et là, je vais commencer à les trier, donc faire ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais c'est vraiment la plus grosse partie, quoi. Malheureusement, il n'y a pas encore eu d'outil qui m'a permis de faire tout ça rapidement, on va dire. Okay. On enchaîne avec la question de Sana, donc qui te demande quel est le nombre de résultats dans le calcul du KEI à un instant donné. Du coup, est-ce que tu refais régulièrement tes calculs et à quelle fréquence revoir la pertinence de ces mots-clés? Alors, franchement, je suis peut-être un peu flemmarde, mais non, je ne les refais pas tout le temps, mes calculs. Je le fais une fois. En gros, le nombre de résultats, c'est donné par l'outil. Donc, moi, j'utilise SEMrush. Donc, en général, il me sort la colonne nombre de résultats. Tu sais qu'on peut le faire aussi avec la commande All-in Title directement sur Google. En fait, tu tapes ton mot-clé donc via la commande All-in Title et ça te donne vraiment le nombre de résultats. Maintenant, moi, ça me permet d'avoir une fourchette, si tu veux. Ça reste une estimation. Je n'ai pas besoin d'avoir un KEIR parfait. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est d'avoir au global l'appétence, le potentiel d'un mot-clé. Et donc, qu'il ait pris 3000 recherches en plus ou en moins, enfin 3000 résultats en plus ou en moins, en réalité, ça ne changera pas grand-chose à la strat. Donc, en gros, moi, ce que je te recommande vraiment, c'est de faire en un bloc ta strat de mots-clés et d'en faire un planning éditorial sur 3 mois. Et chaque 3 mois, tu refais ton planning éditorial. Là, pour le coup, tu ne passeras pas à côté des évolutions de l'intention de recherche et d'autres sujets. Merci. Voilà. Ensuite, on a la question donc de Laure Léonard, donc qui nous demande que faire quand on n'a plus d'idées d'articles et à quelle fréquence proposer il arrivera à un moment donné où on a à quelle fréquence justement il arrivera à un moment donné quand on aura tout dit, donc de trouver justement de nouvelles idées d'articles. Que faire dans ce cas quand on n'a plus d'idées? Ouais, alors ça c'est une bonne question. Ça arrive souvent plus quand on est sur une niche. C'est très compliqué après parce qu'on tourne en rond. 2 choses. Une, est-ce que vraiment on n'a plus d'idées d'articles? C'est-à-dire, est-ce qu'on a pris nos 5 concurrents majeurs pour faire une comparaison entre leur contenu et les nôtres et identifier tout ce qui est gap de contenu? Donc les contenus sur lesquels eux ils ont rédigé et que nous on n'a pas encore écrit. Déjà, rien qu'en faisant ce travail-là, normalement on est censé en découvrir bien plus. Si vraiment par miracle on voit que ton entreprise elle a rédigé sur tous les contenus et que tes 5 autres concurrents ont rédigé, là pour le coup tu commences à tourner en rond et ce que je te recommanderais de faire c'est de passer au niveau d'information supérieure, c'est-à-dire qu'en gros en général si on n'a plus trop d'idées c'est parce qu'on se concentre vraiment sur ce qu'on vend et ce qui est autour de ce qu'on vend. Et en fait, en réalité, à un moment, il va falloir qu'on remonte un petit peu le funnel pour cibler les personnes qui sont en train de chercher des informations, mais qui ne savent pas encore qu'elles ont besoin de ce qu'on vend. Donc, par exemple, si je vends un logiciel à destination des RH et que j'ai épuisé toute ma thématique logiciel RH, il va falloir qu'à un moment donné, je prenne tous les grands problèmes des RH et que j'en fasse un média pour les RH. C'est ce que je te conseille de faire quand vraiment tu as épuisé toutes les possibilités. Autre chose, la vie, c'est pas que des nouveaux contenus. Il faut aussi savoir reprendre ces anciens contenus
pour les améliorer. Et ça, je le dirais, il faut faire ce travail-là une fois par trimestre. Voilà. Merci Myriam. Et donc Marie qui se demande, donc Marie Dufaux, comment lire le KEIR? Plus il se rapproche de 0, plus il est pertinent, ou à contrario, donc voilà, c'est tout l'inverse. C'est l'inverse, ouais. Enfin, non, du coup, c'est pas. Enfin, en fait, plus il est élevé, plus le KEIR est élevé, plus ton mot-clé est pertinent. Donc, en gros, tout simplement, ne te prends pas la tête quand tu mets la formule dans ton Google Sheet, tu tries la colonne de Z à A, ça va te ressortir les KEIR les plus puissants et donc, du coup, les mots-clés les plus pertinents. Okay. Et on a donc Camille Garcia donc, qui te demande, est-ce qu'il y a une notion de quantité de mots-clés à travailler sur l'année? Pas vraiment. Alors, pas vraiment. Moi, ce que je te dirais, donc, c'est vraiment de te focaliser sur ta thématique. Tu vois, la thématique de ton entreprise, c'est quoi? Moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour Axonote, c'est la facture. Donc, en gros, à partir de ce moment-là, je vais faire mon cocon. Et mon nombre de mots-clés dépend de la largeur de mon cocon. Plus mon cocon il est grand, plus je vais devoir cibler de mots-clés. Mais si mon cocon il est relativement moyen, je n'ai pas besoin d'en faire 10 000, 20 000. Tu vois, c'est pas tant vraiment la quantité qui compte que la pertinence par rapport à ton sujet thématique. Parce que le but à la fin de tout ça, à la fin de l'année, c'est que tu deviennes l'experte, que ton entreprise soit le reconnu expert sur cette thématique. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Et ensuite, on a donc Léa Bergenot qui nous demande, donc, y a-t-il un nombre à ne pas dépasser de mots-clés dans notre article? Tu parles, j'imagine, de densité. Un nombre à ne pas dépasser sur le mot. Je pense qu'il s'agit effectivement de la densité du mot-clé, à ne pas dépasser. Franchement, ça dépend de la longueur de ton article, en fait. Clairement, moi, le concept de densité de mots-clés, j'y accorde un peu moins d'importance parce qu'en fait, quand on écrit naturellement, la densité, elle va être bonne. C'est-à-dire que sur un article de 2000 à 3000 mots, par exemple, la densité, elle est censée être correcte. Donc, je n'accorde plus trop d'importance à ça. Ça, c'était vraiment important, on va dire, il y a une petite dizaine d'années. Là, aujourd'hui, je te dirais, te prends pas trop la tête là-dessus. Oui, ton mot-clé, il doit revenir quand même fréquemment, notamment, tu vois, dans l'introduction le plus haut possible, dans quelques balises à chaîne. Attention, pas dans tout. Hein. Si tu ne mets pas ton mot-clé dans toutes les balises à chaîne, sinon c'est de la suroptimisation. Il doit être présent, mais il doit être naturel. Après, tu as des outils comme One.fr, comme Your Text Guru, même le SEMrush Writing Assistant, qui te permet en fait de vérifier justement le niveau d'optimisation de ton contenu. Et One.fr, pour le coup, il est très abordable. Merci Myriam. Et à nouveau, donc la question de Simon Armatol qui demande comment est-ce que tu appliques cette méthode sur ton site e-commerce, notamment sur des fiches produits? Eh ben, tout pareil. En gros, ce que je fais, c'est que les fiches produits, déjà, je les reprends et j'ajoute des textes parce que, en fait, c'est bête, mais même quelqu'un qui va chercher, par exemple, un t-shirt en coton blanc, il y a moyen qu'il se demande avec quoi la sortir, quel type de coton choisir, quel type de forme de t-shirt prendre en fonction de sa morphologie. Eh ben, en fait, en dessous de la fiche produit, je vais créer du contenu pour répondre à ces questions-là et optimiser, en fait. Donc, c'est juste que, voilà, j'aurai mes produits en premier et une sorte d'article en dessous, quoi. Voilà. Et Andrea Benizzi, donc, qui te demande, Myriam, dans ta recherche de mots-clés, comment et pourquoi tu as besoin, en fait, de l'élément CPC sur ce mot-clé en question? En fait, le CPC, donc le coût par clic, c'est ce qu'on utilise dans le payant, en fait, dans la publicité. On sait que quand les gens se mettent à enchérir, c'est que généralement, ils enchérissent beaucoup sur des mots-clés qui rapportent de l'argent. Donc, la métrique CPC, elle me permet de savoir à quel point les autres se battent pour pousser leurs mots-clés dans les publicités sur Google Ads. Donc, en fait, forcément, je me dis, s'ils sont pleins à se battre et qu'ils sont là en train de mettre des fourchettes indécentes sur certains mots-clés, c'est que ce mot-clé, il rapporte de l'argent. Donc, du coup, c'est pour ça que je vais le prioriser, moi, dans ma création de contenu en SEO.
J'espère que j'ai répondu à ta question. Et on a donc Locilia Ekman qui nous demande donc comment aujourd'hui évaluer la difficulté de son mot-clé. Alors oui, moi pour être honnête, donc du coup, comme je disais tout à l'heure, je suis un peu une flemmarde, donc ce que je fais, c'est que j'utilise un outil qui va directement me donner le niveau de difficulté. Je trouve qu'SEMrush, son niveau de difficulté n'est pas trop mal. Après, il y a aussi une autre astuce si tu n'utilises pas du tout d'outils. C'est justement, c'est à partir de ce truc de All-in Title, de savoir combien il y a de résultats. Je crois que quand tu as moins de 5000 résultats, le mot-clé n'est pas concurrentiel. À partir de 10 000 et quelques, il commence à être un peu concurrentiel, etc. etc. Donc ça, tu peux le faire, voilà, un petit peu à la mano sur Google. Sinon, je te recommande, parce que ça peut être très, très épuisant à force de faire ça sur une centaine de mots-clés, je te recommande de prendre un outil. Et pour le coup, le meilleur rapport qualité-prix, entre guillemets, ça reste Burstgest. Et donc, on a Servane Cocheril donc, qui nous indique qu'aujourd'hui, pour effectuer des recherches qu'elle effectuait donc, auparavant sur Google, donc elle a tendance à utiliser donc, l'IA et comment cela pourrait influencer sa stratégie SEO. Et en cas d'influence négative, que faire? Attends, j'essaie de saisir vraiment toute sa question parce que pour le coup, il y a des subtilités. Ce que je trouve dommage, pour être très honnête avec toi, c'est que, ok, tu vas gagner du temps parce que tu vas faire tes recherches, tu auras les résultats rapides, etc. Mais tu vas passer par tout ce que Google te dit subtilement. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, tu sais, dans l'analyse de la SERP, ne serait-ce que, par exemple, le classement qu'il a au niveau des filtres, les différentes questions posées, etc. Enfin, c'est des choses, en fait, qui nous permettent de vraiment rentrer dans la tête de notre cible et de comprendre c'est quoi ses attentes et de pouvoir y répondre. Donc, tout simplement, ma recommandation, c'est arrête. Arrête de faire des recherches avec l'IA parce que tu passes à côté de beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Merci Myriam. Et en avant-dernière question, quel budget raisonnable ou à moyen terme, on va dire, mettre en place pour réussir ce challenge, justement sur ces 3 mois? Ça dépend vraiment de l'entreprise et ça dépend aussi des moyens et des ressources en interne. Si tu arrives à faire toi-même tes contenus, donc tes dizaines de contenus, déjà ça t'économise le coût du rédacteur, sachant que du coup forcément il faudra prendre en compte le prix de l'outil IA qui va te permettre de créer une dizaine de contenus. Donc là déjà on est sur une partie relativement ok financièrement. En termes de technique, parce que on n'a pas abordé, parce que sinon ça prendrait beaucoup plus de temps, mais il y a aussi le volet technique. Ça dépend de la dette technique de ton site internet, et ça dépend aussi de si tu utilises un CMS, la majorité des choses, tu vas pouvoir le faire toi-même, et donc du coup ne pas demander à un développeur de t'aider, donc ne pas avoir à payer un développeur. Et enfin, la partie la plus onéreuse pour moi, c'est la partie backlink. Parce que même si on dit que maintenant on s'en fout des backlinks, moi je suis pas du tout d'accord. Le backlink, c'est super important. C'est juste que le backlink pourri, il ne fonctionne plus alors qu'il fonctionnait il y a 10 ans. Donc, en gros, il y a un budget backlink à prendre. Maintenant, si ton site est tout neuf ou que tu te lances sur un truc, ne te prends pas trop la tête avec ça tout de suite. Essaie de bombarder niveau contenu et de faire 2-3 petits backlinks gratuits à côté. Et ensuite, à terme, tu commenceras à investir petit à petit en plus. Mais très honnêtement, on peut faire tout ça sans dépenser des milliers des cents. Donc, on a une question de Sandra R qui nous demande comment travailler aujourd'hui son maillage interne. Comment tu le travailles, toi, Myriam? Ouais, alors ça, c'est vraiment la partie que je déteste le plus en SEO parce que c'est long, c'est extrêmement long. Donc, en gros, ce que je fais, c'est que je vais utiliser un outil de crawl. Moi, j'utilise Screaming Frog. Et en fait, je vais utiliser de la visualisation, donc soit de Screaming Frog, soit d'un outil qui s'appelle Gephi, G-E-P-H-I, pour en fait tout simplement essayer de visualiser les pages qui reçoivent le plus de liens entrants, essayer de prioriser justement ces pages-là. On sait qu'à il faut environ une dizaine de liens vers une page pour que la page elle commence à avoir un petit peu de street crédibilité. Donc à partir de ce moment-là, en fait, je vais prioriser les pages les plus importantes, faire en sorte de mailler à fond les ballons et que ce soit pertinent et de diversifier les encres surtout
éviter d'avoir toujours la même encre, 10 encres similaires pour une page, etc. Enfin, faut vraiment essayer de diversifier au maximum et prendre son temps en patience parce que j'attends avec impatience le jour où ils vont sortir un outil qui va faire tout ça à notre place parce que franchement, c'est horrible. C'est vraiment chiant de faire ça. Mais c'est vrai que c'est minimum 20 à 30% de croissance organique en faisant ça. Donc, ça vaut le coup. Bon, merci Myriam. Donc, c'était la dernière question. Merci à tous pour votre attention et à toi, Myriam, pour toutes ces astuces et bonnes pratiques et surtout pour cette super conférence qui annonce la couleur pour cette seconde journée du SEO Square 8. Nous espérons que vous avez pu en tirer des enseignements, notamment pour justement la construction de votre stratégie éditoriale et surtout pour justement bénéficier de cette optimisation de votre performance et de la génération d'un CA organique en un temps record, donc à 3 mois. Comme l'a évoqué Myriam. Donc, nous allons prendre une pause de 10 minutes avant d'enchaîner sur la prochaine conférence qui sera animée par Jérémy Condé et Charlie Bouzereau qui vont nous parler donc d'intelligence artificielle également et surtout d'analyse de log. Voilà. Donc, merci Myriam et merci à tous et à tout de suite. Merci à tout le monde. Merci Georgina. C'était super sympa. Et voilà. À tout de suite. Au revoir.